Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire. Donc, je suis Vincent Cepeliades, je suis le directeur opérationnel de ODIS, donc cluster de la construction et de l'aménagement durable en Nouvelle-Aquitaine. Donc aujourd'hui, le sujet du jour, c'est des ponts pour franchir le cap du BIM. Donc, webinaire qui est organisé par le Hub InnovInfra et donc dans le cadre d'une petite série de webinaires, j'y reviendrai. Donc, un petit mot au préalable sur ODIS. Donc, ODIS, on est le cluster de la construction et de l'aménagement durable en Nouvelle-Aquitaine, avec un slogan qui est « Innovons ensemble pour bâtir notre avenir ». Donc, ODIS, on est présent sur 5 implantations en région, donc Limoges, Poitiers, La Rochelle, Bordeaux et Anglet, et un réseau de plus de 300 adhérents où on va retrouver l'ensemble de la chaîne de valeur de la construction, aussi bien des architectes, bureaux d'études, des entreprises de bâtiments, travaux publics, des industriels, jusqu'aux donneurs d'ordre, promoteurs, aménageurs, bailleurs, des collectivités, et puis tout le monde de la recherche et de la formation. Et donc, on s'est réunis à 5 partenaires pour créer le Hub InnovInfra, donc hub de compétitivité pour l'aménagement et les infrastructures. Donc ce hub, il est constitué de NovaBuild, qui est notre homologue en Pays de la Loire, du cluster Indura en Auvergne-Rhône-Alpes, du cluster Éco-Chantier qui va devenir le cluster Éco-RSE en Bourgogne-Franche-Comté, et de l'IREX, que vous connaissez sûrement tous, hein, l'Institut de recherche et d'expérimentation en génie civil, et puis donc ODIS pour la Nouvelle-Aquitaine. Ce qui est important aussi, c'est ce hub, il est soutenu par les professions, à la fois le Syntec Ingénierie et la Fédération nationale des travaux publics. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à travers nos différents réseaux, c'est à peu près 680 membres qui travaillent sur les questions d'aménagement, d'infrastructures, de travaux publics. Et donc, l'objectif du Hub, c'est vraiment de pouvoir collaborer, faciliter l'innovation, améliorer la compétitivité dans ce secteur d'activité, infrastructure, travaux publics, et surtout diffuser ça à l'échelle nationale et pouvoir donner plus d'ampleur aux actions et aux initiatives innovantes ou durables sur les questions d'aménagement et d'infrastructure. Donc, comme je vous le disais, ce webinaire est le dernier d'une série de 4 webinaires, hein, qui ont été organisés autour du BIM. Donc, à chaque fois, un des clusters ou des partenaires du Hub a organisé une des rencontres. Toutes ces rencontres, vous pouvez les retrouver sur Internet. Donc, David va vous mettre les liens dans le chat pour pouvoir retrouver les replays. Et donc, ce cycle de webinaire, il a été mis en place aussi pour faire un peu le teaser, on va dire, d'un congrès international qui est le congrès InfraBIM Open, qui aura lieu à Lyon les 30 août et 1er septembre, et qui est co-organisé notamment avec le Hub et nos collègues d'Indura qui sont basés à Lyon. Donc, je ne vais pas être plus long sur l'introduction. On va rentrer de suite dans le vif du sujet. Donc, ce matin, donc, on a 2 intervenants. Monsieur Édouard Berton du CEREMA, qui va vous faire à la fois un petit retour d'avancement sur le GT IFC Bridge du projet national MIND et un retour d'expérience sur le pont de Larivot en Guyane. Et ensuite, ça sera, donc après, il y aura un petit temps de questions-réponses. Et ensuite, ça sera M. Fouad Dessoumi, donc, qui est chargé de projet, projeteur, chargé d'affaires au bureau d'études Artes, qui lui fera un retour d'expérience sur le doublement du viaduc de la Roumère sur l'A85.
Donc, je vais arrêter mon partage. Je vais donner donc la parole à Édouard Berton qui va vous présenter sa présentation. Et donc, parfait, c'est bien synchro. L'affichage est bon, vous voyez par le mode L'affichage est présentateur. bon. Très bien, Donc, je vous laisse intervenir. très bien. Merci. Merci. Bonjour à tous. Donc, je suis Édouard Berton, je suis chargé d'études ouvrages d'art au CEREMA, à la direction technique infrastructure transport et matériaux, donc, qui est située en région parisienne. Et je suis également pilote du groupe de travail dédié au développement des IFC Bridge au sein du projet Mind. Donc la présentation d'aujourd'hui, dans un premier temps, je vais vous présenter très rapidement le projet Mind dans sa globalité. On s'attardera un peu plus sur les développements passés et en cours, les travaux qui sont réalisés au sein du groupe de travail dédié aux IFC Bridge au sein de ce projet Mind. Et on terminera par un retour sur expérience d'un projet qui est en cours, qui arrive en fin de conception, qui est le pont du Larivot. On terminera la présentation par ce court retour sur expérience. Donc le projet National Mind, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce projet, donc Mind, c'est un acronyme qui veut dire modélisation des informations interopérables pour les infrastructures durables. Donc c'est un projet qui a été lancé en 2014, qui a vu une première saison qui s'est terminée en 2018 et qui a été renouvelée pour une deuxième saison en 2018, moment à partir duquel j'ai pris le pilotage du groupe dédié aux IFC Bridge. Donc ce projet qui a pour vocation de participer à l'échelle nationale et internationale au développement du BIM pour les infrastructures. Donc, c'est un projet qui est administré par l'IREX, comme l'a rappelé M. Sepeliades, Institut pour la recherche appliquée et l'expérimentation en génie civil, qui est soutenu par le ministère de la Transition écologique et qui a reçu la labellisation projet national peu après son lancement. Donc, pour participer à ce développement du BIM pour les infrastructures, Mind peut se décomposer en 3 objectifs principaux. Le premier d'entre eux, ça va être la recherche alors d'une part d'identification, de maîtrise et de structuration de toutes les informations qui sont nécessaires à tous les acteurs d'un projet et sur tout le cycle complet pour décrire complètement l'infrastructure. Quelles sont les informations dont j'ai besoin pour décrire un ouvrage, que ce soit aussi bien en phase conception, construction qu'exploitation, maintenance et jusqu'à la destruction, démantèlement d'un ouvrage. Deuxième objectif principal, ça va être également de décrire précisément les outils qui sont nécessaires pour mettre en œuvre tous les processus qui sont inhérents aux méthodes de travail BIM. Et enfin, de manière générale, de contribuer au développement du BIM et participer à l'accompagnement pour la transition numérique dans le domaine des infrastructures. Donc à l'heure actuelle, on est 60 partenaires au sein du projet Mind. Vous retrouvez tout un tas tout l'éventail de la profession. On a des bureaux d'études, des établissements publics, des écoles, des éditeurs de logiciels. On retrouve vraiment tout un panel d'experts qui sont impliqués dans ce projet qui permet d'avoir des expertises et de couvrir à peu près tous les domaines des infrastructures. Donc je vous le disais, le projet Mind avait une première saison qui s'est écoulée de 2014 à 2018 et donc tous les travaux qui ont été réalisés par tous les groupes de travail a donné lieu à un certain nombre de livrables, une quarantaine en tout, qui sont tous disponibles sur le site de Mind, donc mind, mi2nd.fr. Donc vous retrouvez tous ces livrables sur le site, téléchargeables gratuitement, qui sont classés par thématique. Et vous allez retrouver, donc, par exemple, un certain nombre de livrables sur les pratiques du BIM pour les recommandations de mise en place et les guides d'application du BIM Infra, où vous allez retrouver notamment les articulations sur tous les documents qui sont relatifs au BIM, les chartes BIM, cahiers des charges BIM, conventions BIM, etc. Et aussi un certain nombre de livrables sur les conclusions, sur toutes les réflexions sur la structuration des données. Donc, par exemple, modélisation des informations des chaussées sur le cycle de vie, sur la structuration des données en phase d'exploitation-maintenance. On va retrouver également des documents sur les ouvrages d'art, etc. Et donc, ce travail se poursuit dans une saison 2, car on n'a pas pu couvrir l'ensemble des infrastructures cette première saison. Et donc, les réflexions autour de structuration, qualification de données se poursuivent, mais on a également des réflexions sur toutes les problématiques de jumeaux numériques, de convergence entre les systèmes BIM, SIG, BIM, PLM, et également un observatoire,
une surveillance de tout ce qui est processus et technologies émergentes. Donc voilà un bref aperçu des travaux qui sont réalisés, des objectifs de ce projet Mine pour contribuer au développement du BIM au sein des infrastructures. Maintenant, si on s'intéresse au sujet du jour, qui est le développement du BIM, plus particulièrement pour les ponts, donc il y a un groupe de travail dédié à cette problématique, aussi bien dans la saison 1 et donc qui a été reconduit dans la saison 2, qui s'appelle le groupe IFC Bridge. Donc pour être sûr qu'on ait tous les mêmes connaissances sur la notion d'IFC, court rappel. Donc IFC, c'est un acronyme qui veut dire Industry Foundation Classes. Et IFC, en fait, c'est un format de fichier. Ça va être on aura des fichiers .ifc, comme on a des fichiers .dwg pour les plans, .pdf, etc. Et donc l'idée derrière ce format de fichier, c'est d'avoir un modèle conceptuel de données orientées objets. C'est-à-dire que notre pont va être décomposé en un certain nombre d'objets, par exemple un objet pile, un objet tablier, etc. Et ce format IFC, il va permettre d'une part de décrire ces objets, leurs propriétés, les matériaux, etc., mais également les relations qui peuvent exister entre les objets. On va par exemple pouvoir décrire un sous-système appui de pont dans lequel on va retrouver un chevêtre, des appareils d'appui, des piles, semelles, fondations, etc. Et donc, l'objectif de ce format, c'est de pouvoir s'affranchir de tous les formats propriétaires et d'augmenter notre interopérabilité. C'est-à-dire que tous les acteurs d'un projet, sur tout le cycle, n'ont pas utilisé forcément les mêmes outils. Et l'idée derrière ce format IFC, c'est que peu importe l'outil que vous utilisez, peu importe la phase du projet, vous allez pouvoir lire les informations liées au projet grâce à ce format d'échange commun et ouvert qui est le format IFC. Donc pour réussir à atteindre ce Graal, il y a un gros travail en amont pour réussir à spécifier ce format IFC, ce qu'on en attend pour les ouvrages d'art. Donc dans la première saison, l'ambition de couvrir l'ensemble des ouvrages d'art était un peu trop grande, donc on s'est limité dans un premier temps à tous les ouvrages d'art qu'on appelle courants, donc les ponts cadres, les portiques, les ponts d'alarmée, les ponts mixtes, mais on a écarté tous les ouvrages plus complexes pour cette première saison. L'un des premiers gros travaux qui a été fait, ça a été de constituer ce qu'on appelle un dictionnaire de données. Alors, un dictionnaire de données, c'est une liste de tous les objets qui sont nécessaires pour décrire un ouvrage dans sa globalité et des relations qui peuvent exister entre ces objets. Par exemple, si je reprends mon exemple d'appui de pont, on voit ici que notre système appui sous structure peut être décomposé en un certain nombre d'objets, le chevêtre, les piles, les semelles, etc., qui eux-mêmes peuvent encore être décomposés en un certain nombre d'objets pour décrire les dimensions, les propriétés, la localisation, etc. Et donc, c'est ce travail de découpage, d'organisation du pont en système qui est fait pour aboutir à un dictionnaire de données, donc qui, au sein de Mine, ressemble à un tableur Excel, où on va retrouver les noms et définitions de chacun des objets en 2 langues. Alors, on peut en ajouter d'autres, mais pour l'instant, on a travaillé anglais-français. Éventuellement, quand ça s'applique, un schéma de description, ça aide à la compréhension de l'objet dont on parle, et également tous les liens hiérarchiques, les relations qui peuvent exister entre les objets. Et ce dictionnaire de données a vocation et a été intégré à un dictionnaire de données commun qui est géré par Building Smart, qui s'appelle le BSDD pour Building Smart Data Dictionary. Ça a été un premier gros volet du travail qui a été fait. Ensuite, une fois ce recensement des objets liés à la description d'un ouvrage fait, on ne voulait pas réinventer la poudre, on ne repartait pas de rien, les IFC existaient avant les ponts, donc on a fait un état des lieux des classes IFC qui existaient et qui pouvaient être réutilisées en l'état pour les ponts. À partir de ce constat, on a listé les classes IFC manquantes en les décrivant, notamment toutes les classes IFC liées à la description d'infrastructures linéaires, ce qu'on appelle les alignements, la description des superstructures, etc. Le travail s'est également poursuivi par la description de concepts, de processus de données spécifiques au BIM, qu'on appelle les IDM et les MVD. Alors, qu'est-ce que c'est? IDM, c'est encore un acronyme qui veut dire Information Delivery Manual. Donc, ce document, cette méthode, comme il est indiqué, ça permet de spécifier les informations qui sont échangées à une étape donnée d'un projet de construction. Donc, là, on est encore vraiment du côté métier. On peut encore s'affranchir des questions d'IFC, de maquette numérique. C'est en phase conception, en avant-projet sommaire, etc. Quelles sont les informations qui sont échangées, qui sont nécessaires pour mon ouvrage?
on a bien conscience que les informations à ce moment-là vont être très différentes des informations qui peuvent être échangées au moment de la maintenance, au moment de la construction. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'IDM, Information Delivery Manual. Et associé à cet IDM, on a ce qu'on appelle un MVD. MVD, c'est pour Model View Definition. C'est-à-dire que plutôt que noyer un des acteurs qui a besoin d'un certain nombre d'informations, à chaque IDM, on associe un MVD qui correspond au sous-ensemble IFC correspondant à ce qui est décrit dans mon IDM. Si ma maquette numérique, c'est la totalité de l'information IFC, le MVD, c'est la sous-partie qui correspond à ce que j'ai décrit dans mon IDM. Donc, il y a eu un travail fait dans la saison 1 pour décrire ces IDM et décrire les MVD correspondant à ces IDM. Et enfin, on a rédigé un certain nombre de méthodologies pour venir enrichir le dictionnaire de données dont je vous parlais au début, et aussi sur comment décrire de manière systématique les classes IFC qui pourraient être manquantes. Donc, tous ces travaux ont été donc synthétisés et fournis à Building Smart, accompagnés d'autres initiatives internationales. Mine n'était pas la seule contribution. Il y a des contributions qui venaient de Chine, de Norvège, d'Allemagne, d'Amérique du Nord, etc. Et donc, on a participé aux travaux de pré-normalisation de la norme IFC 4.2, qui intégrait tous les objets, les classes IFC liées nécessaires à la description des ponts. Alors, depuis, la norme IFC 4.2 a évolué, elle est passée à la 4.3. Il y a un certain nombre de nouveaux objets liés aux infrastructures qui ont été décrites. Et donc, la dernière norme IFC en date, qui est en voie de labellisation, de normalisation, c'est la norme IFC 4.3. Actuellement, dans le groupe de travail IFC Bridge, les 4 grandes thématiques qui sont abordées, donc d'une part, il y a cette notion de validation des IFC 4.3, c'est-à-dire que Building Smart a fourni une norme IFC 4.3, et donc nous, on fait un travail de vérification que cette norme IFC 4.3 répond aux attentes qu'on avait au sein de Mine pour la description des ouvrages d'art. On a également un autre sujet qui est de s'assurer de la cohérence et de la complétude avec les autres domaines d'infrastructure, c'est-à-dire que donc un pont seul n'a pas trop d'intérêt, il y a forcément une interaction avec la géotechnique, le rail, la route, interaction des jointures avec des tunnels, etc. Et donc il faut s'assurer avec les autres groupes de travail qui réfléchissent à cette thématique qu'aucun objet nécessaire à la description d'un projet complet n'est oublié, mais également qu'aucun objet n'est décrit en doublon. C'est tout l'objet de cette thématique-là. Je vous disais que dans la saison 1, on avait travaillé essentiellement sur les ouvrages courants. Dans la saison 2, on a l'ambition d'intégrer tous les ouvrages un peu plus complexes, qui impliquent notamment de la précontrainte, tout ce qui est haubanage, pont suspendu, etc. Donc, on travaille à l'enrichissement du dictionnaire de données et la description des classes IFC liées à ces objets. Et enfin, un aspect qui intéresse beaucoup les gestionnaires, ça va être tout ce qui est prise en compte de la partie de vie de l'ouvrage qui intervient après la construction. Dans les premiers travaux sur le BIM Infra, on s'est surtout concentré sur les phases conception et construction. Et donc là, on réfléchit à comment la maquette numérique peut aider à prendre en compte le relevé des défauts, les inspections, la présence éventuelle de capteurs, comment on stocke toutes ces informations au moyen de la maquette numérique. Donc voilà les travaux qu'on réalise au sein du groupe de travail FC Bridge pour participer à ce développement de la maquette numérique pour les ponts et particulièrement au développement de ce format ouvert, open, qui est le format IFC. Je vais terminer la présentation par un court retour sur expérience d'un projet qui est en cours, qui est le pont du Larivot. Donc pour vous donner quelques éléments sur le CEREMA, donc on intervient au sein du groupe Mine dans différents groupes. On a aussi des gens qui travaillent dans IFC Route, etc. Mais on intervient aussi en tant qu'assistance à maîtrise d'ouvrage générale ou AMO BIM également auprès de collectivités territoriales, pardon. Et donc, c'est ce rôle-là qu'on a auprès de la collectivité territoriale de Guyane qui gère ce projet du pont du Larivot. Donc, petite révision géographie, la Guyane française, ça se trouve là, de l'autre côté de l'océan. Quelques éléments de contexte dans lequel s'inscrivent le projet. Donc le réseau routier national en Guyane, c'est un axe de 450 km environ qui part de la frontière brésilienne à l'est pour rejoindre la frontière du Suriname à l'ouest. Donc sur ces 450 km, le trafic va être assez variable. Ça va aller de 500 à 50 000 véhicules par jour environ. Et on compte 80 ouvrages d'art sur l'ensemble de ce réseau, dont 2 dits exceptionnels. Le pont du Larivot qui traverse la rivière au niveau de Cayenne et le pont de Kourou à Kourou qui franchit également une rivière.
Cet axe, on peut le séparer en deux. Il y a la route nationale 1 à l'ouest de Cayenne, donc entre Cayenne et la frontière du Suriname, et la nationale 2 entre Cayenne et le Brésil à l'est. C'est un axe qui est extrêmement important pour la Guyane, puisque ça dessert plus de 90% de la population. Et comme on a un réseau secondaire, notamment à l'ouest, qui est très peu maillé, on a une importance de ce réseau pour la vie, l'activité locale, économique, sociale, qui est absolument fondamentale. Et comme l'activité à Cayenne est en pleine expansion, ça renforce la pression sur ce pont du Larivot qu'on ne peut pas se permettre de fermer. Il y a un événement qui s'est produit en 2009 où une pile s'est affaissée et l'ouvrage a été fermé pendant 3 mois et c'est le seul moyen de franchir la rivière et donc ça a eu des conséquences absolument désastreuses sur la région. D'où la vocation de ce projet. Donc ici, bref aperçu du pont du Larivot existant, donc ouvrage assez conséquent, il fait un peu plus d'1,2 km de long. On a 2 voies de circulation dans les 2 directions et 2 trottoirs. Et donc l'idée, c'est de construire un nouveau pont en aval du pont existant, mais sans détruire le pont existant. L'idée, c'est de passer la nationale à ce niveau à 2 fois 2 voies. Le nouveau pont assurerait le sens Cayenne-Kourou et le pont existant assurerait l'autre sens, Kourou vers Cayenne. Et il y aurait également une voie verte sur le nouveau pont du Larivot. Donc, voilà les éléments de contexte du projet. Et donc, dès le début, le maître d'ouvrage a souhaité disposer d'une maquette numérique, alors dite de niveau 2. Alors, le BIM, on peut le décomposer grosso modo en 4 niveaux. Le 0, c'est les échanges papier. Le niveau 1, c'est on fait du BIM, mais chacun dans son coin. Le niveau 2, c'est chacun fait du BIM dans son coin, mais on utilise un format commun pour pouvoir agréger en une maquette commune. Et le plus haut niveau, le niveau 3, c'est tout le monde travaille sur une maquette commune. Donc, le maître d'ouvrage voulait une maquette de minimum niveau 2 et 5D. Donc, 5D, c'est 3D pour la modélisation de la maquette numérique, 4D pour l'intégration de la donnée temporelle et 5D pour l'intégration des coûts. Et a fixé 4 objectifs généraux. D'une part, maîtriser tout ce qui est complexité technique sur un ouvrage de cette envergure, s'assurer de sécuriser les délais, d'améliorer les discussions, de sécuriser les coûts, etc. Également une volonté d'amplifier la concertation, donc que ce soit avec les acteurs du projet, maîtrise d'œuvre, entreprise, etc., mais également avec le public pour améliorer la compréhension du projet de la part du public. Également une volonté d'atteindre des exigences RSE, responsabilité sociale des entreprises, avec la modélisation de l'existant, l'anticipation des impacts du projet, et également une volonté d'installer un cadre émulant, que tous les acteurs se sentent impliqués dans cette volonté de créer une maquette numérique, et également une envie de participer au développement de ce BIM infrastructure en fournissant un premier retour sur expérience, en appliquant ce BIM sur un projet important. Sur le projet du pont du Larivot en particulier, donc on retrouve cette volonté d'assurer une conception fiabilisée. On a des complexités techniques importantes, donc on veut s'assurer que tout se déroule à merveille. Également une volonté de pouvoir visualiser concrètement grâce à la maquette en utilisant des technologies comme la réalité virtuelle augmentée, de visualiser les différentes phases de construction et d'exploitation. On retrouve aussi également la volonté, je vous disais, de communiquer avec la maquette autour du projet, notamment dans les réunions de consultation publique. Également une volonté d'assurer une gestion documentaire fiabilisée en concentrant grâce à des systèmes de GED, gestion de environnement de données, pour centraliser tous les documents. Un aspect très important, et on verra, ça a été un des retours très positifs du maître d'ouvrage sur la phase conception, ça a été d'intégrer tout ce qui est environnement du projet, notamment tout ce qui est gestion des réseaux. Je verrai quelques images, vous verrez que le maître d'ouvrage a beaucoup apprécié de visualiser grâce à la maquette tout ce qui est réseau. Et enfin, à terme, de préparer les équipes de l'exploitant, de la gestion d'ouvrage pour utiliser cette maquette en phase d'exploitation. Donc, vous avez un aperçu ici de la maquette qui a été réalisée par le maître d'œuvre, qui était GIS. Petit point par rapport à ce que j'ai dit sur le développement des IFC Bridge, où la dernière norme est la 4.3. Comme cette norme n'est pas encore certifiée ISO, elle est très peu intégrée dans les solutions logicielles à l'heure actuelle. Et donc, cette maquette a été réalisée avec la dernière norme IFC labellisée, qui est la 2.3. Donc, j'ai interrogé le maître d'ouvrage sur son ressenti, sur les apports
de la maquette, sachant que le projet, voilà, on approche de la fin de la phase conception et la phase travaux devrait bientôt démarrer. Je vous le disais rapidement, le maître d'ouvrage a particulièrement apprécié la maquette pour l'aide à la compréhension de la conception de l'ouvrage, et notamment dans les zones où il y avait des contraintes techniques très fortes, comme dans les culées de pont ici, où ça a permis de mieux comprendre et de s'assurer que le passage des réseaux respectait toutes les contraintes techniques. Vous avez un aperçu ici de la maquette avec le passage de ces fameux réseaux. Mais de manière générale, ils ont vraiment apprécié la maquette comme support de compréhension à la conception de l'ouvrage, et vraiment de comprendre comment chaque élément s'imbrique et de s'assurer que toutes les contraintes sont respectées. Et également, l'atteinte d'un des objectifs qui avait été fixé, c'est vraiment de se servir de la maquette comme support de discussion avec tous les acteurs et avec le public. Maintenant, en ce qui concerne les attentes pour la suite du MOA, donc toujours cet enjeu très fort sur le positionnement des réseaux qui s'attendent à avoir en phase construction. Ils souhaiteraient également que le substratum soit modélisé pour s'assurer pour retrouver cette maîtrise de la complexité technique au niveau de la modélisation et de la construction des fondations, et également cette envie de pouvoir visualiser les différentes étapes de construction pour comprendre l'imbrication des différents éléments. En termes de souhait de développement des possibilités de la maquette numérique, ce qui n'est pas forcément possible à l'heure actuelle, c'est ce souhait, donc je disais, d'exploiter la maquette en phase d'exploitation comme un outil d'aide au relevé, aux inspections, avec la présence des capteurs, etc. Et aussi le souhait d'articuler cette maquette avec les bases de données patrimoniales qui peuvent être utilisées par les gestionnaires type Siamoa ou autres. Donc voilà un court aperçu des travaux de Mine de manière générale et de ce qu'on peut faire pour le développement des IFC Bridge, et un autre très court aperçu des applications que peuvent être la maquette numérique dans le domaine des ponts, avec ce projet qui est toujours en cours du pont du Larivot en Guyane. Je vous remercie pour votre attention, et si vous avez des questions, je vous écoute. Merci Edouard pour cette présentation très, très complète et vraiment intéressante sur le retour d'expérience et le pourquoi aussi des motivations du maître d'ouvrage. Et je pense que ça part de là. Et c'est intéressant de voir qu'il y a ce côté aussi presque pédagogique qui sert aussi et qui n'est pas forcément, il n'y a pas qu'un côté technique finalement dans l'utilisation du BIM. Non, effectivement. Du coup, on va prendre un petit temps s'il y a des questions parmi les participants. Pour l'instant, dans le chat, il n'y a pas de questions à ma connaissance. Par contre, vous avez possibilité de lever la main, du coup, maintenant, si vous voulez. Donc, dans les réactions, en bas à droite, vous pouvez lever la main. Peut-être une petite question en attendant que des personnes se manifestent. Par rapport au groupe de travail IFC Bridge, comment on peut suivre les travaux? Est-ce qu'il y a des livrables déjà qui sont disponibles, et quelles sont un peu les échéances du projet des prochaines étapes? Alors, pour l'instant, pour IFC Bridge, pas de livrable finalisé. Il y en a qui s'approchent de la finalisation, mais qui ne sont pas encore finalisés. Alors, initialement, la saison 2 de Mine était supposée se terminer fin 2021. Ça risque de se déborder sur 2022 en raison du retard qu'a causé la pandémie. Donc les livrables, dès qu'ils sont disponibles, relus, validés, ils seront mis sur le site du projet mine.fr. Sinon, on essaye tout de même de communiquer assez régulièrement sur les avancées de nos travaux. Pour ceux qui en ont la possibilité, la quasi-totalité des groupes de travail dédiés aux infrastructures, nous sommes presque tous intervenus. C'était la semaine dernière, il y a 2 semaines, à BIMworld. On avait 2 sessions de présentation sur les avancées, notamment sur la sémantique, sur le dictionnaire de données, pour tous les sujets du domaine infrastructure. Et normalement, les conférences étaient filmées et sont mises sur le site de BIMworld. Donc ça peut être déjà une première source d'information pour l'avancée de nos travaux, et donc de manière générale, dès qu'on a des opportunités de présenter, donc je pense qu'à IBO, il y aura également des interventions sur l'avancée des travaux
de Mind. C'est pour moi les vecteurs principaux pour s'informer d'avancée des travaux de Mind en attendant les livrables définitifs. Ok, merci. Alors, je vois qu'il y a des questions là, qui sont arrivées entre-temps. Il y a des questions. Et alors, par contre, j'ai un petit doute pour Monsieur Joie qui avait à un moment donné applaudi. Je ne sais pas si c'était pour prendre la parole ou juste pour applaudir. Oui, c'est pour prendre la parole. Voilà. Oui, Allez-y. j'avais juste une question. Si j'ai bien compris, pour ce pont du Larivot, vous en êtes donc à la phase de conception. Oui. Est-ce que dans l'appel d'offres, alors je suppose que l'appel d'offres aux entreprises constructrices n'est pas encore fait. Et est-ce que donc, dans le cahier des charges de l'appel d'offres, vous allez imposer donc finalement l'utilisation de cette maquette? Alors, je ne maîtrise pas à 100%. Alors, dans les questions de marché, moi, j'ai vraiment intervenu sur l'aspect uniquement BIM, rédaction des pièces, etc. Mais alors, je sais que dans le CCTP pour le choix de la maîtrise d'œuvre, donc cet aspect BIM était imposé. Et je pense qu'il est imposé également pour le choix des entreprises, car si je me souviens bien, il y a une mission imputée au maître d'œuvre qui est l'accompagnement des entreprises dans l'utilisation de cette maquette numérique. Merci. Peut-être Monsieur Jérôme Descamps. C'est ça, du saisie d'Angoulême. Oui, bonjour. Donc, moi, j'interviens pour le côté pédagogique par rapport à une école d'ingénieurs. Moi, je suis intéressé en fait par cette question d'utilisation du BIM dans les travaux publics et dans l'aménagement du territoire. Et donc, je me situe en Angoulême, donc je suis en Nouvelle-Aquitaine, je suis en Charente. Donc, moi, ma question, c'était plutôt pour avoir des contacts en fait, parce que je fais de la veille un peu par rapport à tous ces sujets et je suis intéressé en fait pour proposer à mes élèves ingénieurs, notamment en dernière année, par le biais de conférences ou de projets, une approche BIM dans les travaux publics, parce que je le fais déjà sur la partie bâtiment, mais je n'ai pas eu l'occasion de le faire et je voudrais le faire, je voudrais l'intégrer dans la formation pour la partie travaux publics et ouvrages d'art. Et donc, moi, ma question, c'était plutôt vers qui me tourner peut-être, vers qui me tourner, par exemple, pour avoir des échanges autour de ces questions-là, voire peut-être prévoir des possibilités d'intervention pédagogique, de conférences, choses comme ça. Dans le cadre de ce que je fais avec mes dernières années G, notamment. D'accord. Vous pouvez mes coordonnées là sont sur la dernière diapositive. Vous pouvez me contacter, on peut en discuter. Alors, à titre personnel, j'interviens pas dans les écoles sur les problématiques BIM, mais j'ai un membre du groupe, Pierre Benning, pour ne pas le citer, qui était le pilote du groupe de travail FC Bridge lors de la première saison et qui est toujours investi dans le groupe, qui, je sais, intervient déjà sur ces problématiques dans d'autres formations. Mais vous pouvez me contacter par mail ou sur mon numéro de téléphone et on peut en discuter et je vous donnerai des contacts éventuellement pour la question. Bon, pareil, côté ODI, on pourra vous donner d'autres contacts. Je pense à l'IREX notamment, qui peut être aussi une bonne source d'informations par rapport à ça. Ok, super. Jérôme, est-ce que je mets tes coordonnées dans le chat ou... Oui, c'est possible. Ouais. Ok, au cas où. On va prendre, il y a 2 autres questions et puis après on passera à l'intervenant suivant pour essayer de garder à peu près le timing. S'il y a d'autres questions, encore une fois, mes coordonnées sont là, n'hésitez pas. Donc, il y a, Monsieur Clérec. Voilà, Monsieur Clérec. Oui, bonjour. Non, je voulais juste avoir une idée des coûts de ces modélisations 5D. C'était une prestation Aegis, je suppose. Donc, voilà, c'est par rapport à un maître d'ouvrage, si on voulait s'investir dans ce type de process, savoir ce que ça représenterait en termes d'investissement pour une collectivité. Alors, pour être honnête, en termes de coûts, je ne saurais pas vous répondre. En termes d'investissement temps, la maîtrise d'ouvrage m'a confirmé qu'avant ce projet, leur connaissance en matière de maquette numérique était inexistant. Et donc, a décidé de faire appel à nous en assistance à maîtrise d'ouvrage pour le BIM, et donc nous a confié tout ce qui est rédaction des documents, charte BIM, cahier des charges BIM, relecture de la convention BIM rédigée par la maîtrise d'œuvre. Donc, en termes de temps, je leur ai demandé comment ils évaluaient le temps supplémentaire nécessaire pour l'intégration de cette maquette numérique, et m'ont confié que c'était finalement très faible grâce à cette assistance à maîtrise d'ouvrage apportée par le CRM. En termes de coût, ce que ça représente, après, je ne saurais pas vous répondre.
D'accord. Ouais. Et en termes d'investissement humain pour une collectivité, je suppose que la mise à jour des données demande aussi probablement une personne, on va dire, experte qu'il va falloir former et qu'il va falloir mettre sur ce sujet-là. Vous n'avez pas d'idée non plus pour un maître d'ouvrage, en fait, l'implication humaine de la mise à jour de ces données? Pour l'instant, cette question de formation ne s'est pas encore posée, vu qu'on est encore en phase conception. La maquette numérique est encore entièrement gérée par la maîtrise d'œuvre, qui a des équipes qui sont compétentes en la matière, mais le marché prévoit une formation des équipes de la maîtrise d'ouvrage par la maîtrise d'œuvre pour qu'il puisse y avoir un passage de témoin une fois l'ouvrage livré. Donc là, il est encore trop tôt pour faire un retour là-dessus, mais c'est prévu au marché. D'accord, merci. Alors, Donc, il il y y a a une dernière question. Donc, alors, par contre, ABH. ABH par ABH. rapport à l'outil utilisé, le logiciel utilisé pour les modélisations. Alors, l'outil utilisé pour les modélisations, à confirmer, mais il me semble que c'est Revit, sachant qu'ensuite, pour la gestion de la maquette numérique, comme je vous disais, le maître d'ouvrage souhaitait un BIM de niveau 2, donc où il y a vraiment cet aspect collaboration et exploitation d'une maquette commune. Et donc, la maquette, ensuite, elle est exploitée, visualisée, elle peut être modifiée, il peut y avoir des questions posées sur une plateforme collaborative qui s'appelle BIMTrack, qui est utilisée pour la gestion et l'exploitation de la maquette. Et sur la modélisation initiale avec l'export au format IFC, je crois que c'est Revit, mais je ne suis pas sûr à 100%. Parfait, merci. Donc, je vous propose qu'on poursuive avec le second intervenant. Donc, je vais partager la présentation donc, de Foi des Soumis. Alors, hop. Normalement, ça devrait arriver. Alors, entre-temps, il y a Monsieur Lonjou qui a fait une remarque en disant que les maquettes en phase exé dans notre outrage d'art se vont bien sur Tekla Structure. Alors, je ne sais pas si le partage est... Alors, bon, tu devrais le mettre en plein écran peut-être. Voilà. OK. Sinon, c'est parfait. Parce que j'ai plus le retour. Voilà, c'est bon, ça y est. C'est parfait. Super. Là, donc, c'est super. voilà, Monsieur Foi des Soumis du bureau d'études Artes. Donc, la parole est à vous. Vous m'entendez? Oui. 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 Alors, bonjour à tous. Donc, je me représente, donc Foi des Soumis, projeteur génie civil, ouvrage d'art, bureau d'études Artes, groupe INGE. Donc, petite présentation du bureau d'études. Donc, bureau d'études Artes, on est divisé en 2 cellules. Cellule d'études exé basée à Montpellier. On est une quinzaine de personnes sur le bureau d'études, donc dispatchées en dessinateur projeteur et en ingénieur. Et bureau d'études, la cellule méthode qui est basée à Saint-Étienne-du-Grès, donc qui est le siège social de notre groupe. Et tu peux passer le slide. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un retour sur l'étude d'Exébim sur le doublement du viaduc de la Romère. Donc le doublement de la viaduc de la Romère s'inscrit dans la suite d'une vaste opération de doublement de 6 viaducs opérés par Vinci Autoroute. Le viaduc de la Romère, donc sur l'autoroute A85. Le viaduc de la Romère était le dernier à être doublé. Donc, il a été ouvert à la circulation le 22 avril dernier, donc c'est assez récent. La typologie de ce viaduc, on est sur un bipoutre mixte d'une longueur de 249 mètres, d'une largeur de 10,43 mètres. Il est composé de 4 travées. Le tablier est coulé en place par encorbellement successif. Et donc, on est sur un axe en plan qui a un alignement droit et un profil long sous forme parabolique d'un rayon de 9000. Donc ça, c'est une vue aérienne du viaduc. Justement, au moment où coulage des plombs, on voit bien les plots de bétonnage du tablier. Alors, les acteurs du projet, donc, on est sur maîtrise d'ouvrage Vinci Autoroute, maîtrise d'œuvre, c'est Arcadis, agence de Toulouse, groupement d'entreprises, donc NGEGC
le titulaire des travaux, le mandataire des travaux. Et pour la charpente métallique, c'est Matière. Il y avait 2 autres entreprises, c'est Gantoli pour tout ce qui est verre des terrassements, qui fait partie aussi du groupe INGE, et Aximum pour tout ce qui est équipement routier. Alors, au démarrage de l'affaire, donc l'affaire a été démarrée, les études ont été démarrées le 1er juillet 2018. Et donc, la première difficulté, c'était la création, la configuration du fichier gabarit. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, le fichier gabarit, c'est un fichier indispensable parce qu'il contient tous les éléments préalablement nécessaires à la modélisation. Entre autres, on trouve dedans tout ce qui est charte graphique, gabarit de vue, les annotations, tout ce qui est style de texte, style de code, etc. On trouve aussi tout ce qui est bibliothèque de matériaux, configuration de bibliothèque de matériaux, configuration, donc tout ce qui est arborescence de projet. On trouve aussi tout ce qui est paramètres donc, du projet, les informations sur le projet. Donc, c'est un fichier. Alors, en temps normal, ce fichier-là, il est créé et diffusé par le BIM management à la maîtrise d'œuvre. Donc, justement, il est diffusé à tout le groupement qui intervient sur ce projet, justement, pour assurer une unicité de production. Sauf que là, on est sur un schéma d'Exibim assez particulier parce que Artes, elle a joué en même temps. Donc ici, la cellule XZ, donc en l'occurrence moi, donc je faisais la modélisation et mon collègue sur la cellule méthode, il faisait aussi la coordination BIM et le management BIM. Donc au niveau de ce projet. Donc la maîtrise d'œuvre nous a laissé donc libre à nous de créer, de configurer ce fichier gabarit. Mon premier retour d'expérience, c'est un fichier qui est vraiment assez chronophage à faire. Donc, on a vraiment pris beaucoup de temps au début. Mais une fois que ce fichier est bien configuré et bien fait, donc ça assure une modélisation optimale par la suite et une fluidité donc d'utilisation par la suite. Le deuxième projet, c'est le plan de management de BIM, là, ce qu'on voit ici. Donc, c'est un document qui est officiel et contractuel, donc qui encadre, qui pose un cadre précis de la production BIM et ainsi que le rôle et les responsabilités de chaque intervenant dans ce processus BIM. Donc, il est avec le fichier gabarit, donc les 2 choses vraiment primordiales à configurer au démarrage d'une étude XBIM. Là, on voit des extraits justement de ce plan de management BIM. Donc, on voit vraiment les schémas d'organisation de production. Donc, la description vraiment détaillée de ce processus BIM qui va durer tout au long du projet. Donc, à la photo, on voit l'extrait de l'image à droite, on voit une table de classification. Donc, une table de classification des objets qui est tirée, elle, de la charte BIM imposée par Vinci Autoroute. Donc, on va voir plus tard dans le slide prochain, donc, sur lequel on va utiliser cette table de classification. Donc, j'ai commencé par la modélisation de terrain. Donc, voilà, donc, au départ, j'ai reçu un sommet de points donc, normal, donc sommet de points topo, qui était au départ inexploitable sur le logiciel Revit. Donc, pour info, donc, la modélisation s'est faite sur le logiciel Revit. Et donc, par le coup, donc, comme il était inexploitable, j'ai demandé à mon topo de me donner un fichier DWG de courbe de niveau qui est L. Donc, c'est un fichier qui est exploitable par le logiciel Revit. Alors, l'avantage, c'est que une fois que j'ai inséré mon fichier DWG de ce courbe de niveau dans mon fichier Revit, et via un clic, donc ma surface topographique a été créée instantanément. Donc, c'est vraiment une rapidité d'exécution. Et le deuxième avantage qui est vraiment très important, c'est aussi, ça permet donc le géoréférencement via l'importation des coordonnées de ce fichier DWG. Donc, ça m'a permis aussi de géoréférencer mon fichier Revit.
Alors là, j'ai commencé par la modélisation de la structure proprement dite, donc le tablier. Donc, pas de difficulté particulière parce que, vu que l'accent plan, donc j'ai un accent plan qui est un alignement droit, donc j'avais fait extrusion de ma coupe transversale du tablier sur mon profil en long, donc que j'ai importé via un DWG aussi sur mon fichier Revit. Et j'ai fait une extrusion donc, sur ce profil en long. Il y avait juste un traitement un peu spécial sur les abouts de tablier parce qu'on a un épaississement sur les abouts de tablier, mais donc là, je l'ai traité via un profil particulier du tablier aux abouts. Donc là, on voit aussi du vue 3D de l'about du tablier avec donc la modélisation de corniche de caniveau asphalte, de l'enrobé. Donc les petits détails. Donc en bas à droite, on voit bien la modélisation de l'avaloir, réservation avaloir, donc pour l'évacuation de l'eau du tablier vers le corniche caniveau. Alors donc j'ajoute que la modélisation ici était assez facile parce que donc je disais que l'accent plan était un alignement droit. Si c'était par exemple une forme, une courbe ou des clotoïdes, là, il aurait fallu faire intervenir d'autres utilitaires comme Sophistic ou faire un traitement grâce à des codes Dynamo ou donc faire un traitement préalable sur Civil 3D ou Covadis pour créer justement l'axe du tablier en 3D. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, Revit ne le fait pas nativement. Donc, on ne peut pas créer sur Revit directement un axe en 3D. Il y a d'autres utilitaires qui le font directement. Je sais que, par exemple, Allplan, il le fait, mais Revit, donc, il ne le fait pas. Donc, ça, c'est peut-être un point à améliorer sur Revit dans les prochaines versions qui arrivent. Ici aussi, donc ça, c'est les quelques vues 3D des appuis. Donc aussi, donc pas de difficulté particulière aussi. Donc j'ai essayé de maximum de créer des familles paramétriques que je puisse réutiliser au fur et à mesure et donc de gagner de temps dans la modélisation comme les semelles. Donc voilà, donc pas de difficulté. Ici, on voit aussi sur une vue de bâtard d'eau de la pile P2, donc on voit les pales planches modélisées avec du butonnage. Donc, pas de... Donc, c'est des modélisations classiques, donc voilà, géométrie, extrusion, extrusion, donc on utilise les éléments de modélisation 3D classiques. Maintenant, on attaque de donner des objets. Donc, voilà, donc l'intérêt de la maquette aussi, c'est qu'on agrège des informations ou des données sur les éléments structuraux qu'on crée. Et donc là, c'est là on voit l'intervention de la table de classification donc, qui est imposée par la charte BIM de Vinci Autoroute. Donc là, par exemple, donc, je sélectionne le chevêtre. Donc ici, on voit sur les palettes des propriétés, donc on voit tous les paramètres qui sont associés à cet objet, à cet élément, et notamment donc, le paramètre identifiant, qui est donc, le paramètre identifiant, où à côté on met, donc on renseigne donc, le ciré de numéro qui correspond au chevêtre donc, présent sur la table de classification. Donc, ça permet donc, de renseigner tous les éléments modélisés. Et donc, dans la phase après d'exploitation ou de maintenance, quand on va cliquer ou on choisit un objet, donc, il y a la référence de la série de numéros qui est écrite. On peut trouver de quoi s'agit-il avec sa table de classification. Il y a aussi les matériaux qui sont renseignés. Donc, c'est là, qu'on met tous les renseignements nécessaires. Donc, ça, c'est une vue 3D GC
donc, du modèle. Donc, grosso modo, donc, pas de difficulté particulière, comme j'ai dit, à la modélisation. Juste un aléa que j'ai rencontré, c'est que deux prestataires, notamment celui qui fournit les corniches Calivo et les dispositifs de retenue, eux, ils n'avaient pas encore intégré le BIM dans leur bureau. Et donc, c'était pour eux difficile de fournir un modèle 3D. Et comme ils sont en plus en interaction directe avec le logiciel dont j'ai la charge, donc il a fallu trouver rapidement une solution. Et donc la solution, ça a été de rapatrier la modélisation, donc prendre en charge encore de cette modélisation. Donc c'est donc encore un rallongement du planning de livraison des livrables. Et donc voilà, donc au départ, peut-être au début d'un projet, il faut peut-être checker tous les bureaux d'études, les intervenants pour savoir ce qu'ils peuvent faire du BIM ou pas, et donc pour justement prévoir ce genre des aléas par la suite. Alors, la deuxième partie, après la modélisation, donc il y a la partie de l'extraction des livrables, qui est une partie qui n'est pas négligeable. Donc, l'extraction des livrables, donc, on fait des coupes. Alors, l'avantage, c'est la rapidité ici de la maquette. Donc, on fait des coupes. La génération des coupes est automatique. Donc, on fait la génération des coupes et après, donc, il y a l'habillage, donc tout ce qui est annotation, cotation et compagnie. Donc, l'avantage ici majeur, c'est que, surtout pour nous, les bureaux d'études d'Exé, où en phase d'Exé, on a beaucoup de modifs au cours de la phase travaux. Donc, l'avantage ici, c'est que tout est dynamique. C'est par exemple, j'ai amené à modifier le coffrage d'une semelle ou quelque chose comme ça. Donc, tous les plans sont mis à jour automatiquement parce que tout est dynamique. Donc, c'est un gain de temps pour nous et aussi donc, minimisation de risque d'erreur. Donc, on oublie souvent des fois, par exemple, la culée, elle apparaît dans le plan d'ensemble, il apparaît aussi dans le coffrage du culé. Donc, ça nous évite aussi de retoucher les deux plans et de prendre beaucoup de temps à modifier, parce qu'une modification, ça peut impacter plusieurs plans. Et donc là, l'intérêt d'avoir une maquette qui est dynamique, donc ça nous permet aussi de gagner de temps là-dessus. Le ferraillage de 3D était optionnel, donc le ferraillage a été fait classiquement sur AutoCAD, mais c'était juste pour moi pour montrer que vraiment on peut aussi faire des plans de ferraillage aussi et sortir de nomenclature avec le logiciel Revit. Alors, je vais vous parler aussi de la partie collaboration. Donc, la partie de collaboration a été, donc c'est mon collègue au bureau méthode qui s'en occupait, le BIM coordinateur. La partie collaboration donc, a été faite sur la plateforme A360, donc, où tous les intervenants, donc, que ce soit Game2D, Matière, nous pour le GC Aximum, donc on posait nos maquettes sur cette plateforme. Mon collègue il faisait la synthèse et la synthèse donc il vérifie les maquettes, est-ce qu'elles sont bien renseignées au niveau par rapport à la table de classification et compagnie. Donc, il fait l'audit s'il y a des clashs entre les différentes corps d'État et nous renvoie donc sous forme de rapport de synthèse donc ces remarques et bien évidemment ces observations donc à prendre en compte. C'est une opération très 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 importante aussi, donc cette partie de collaboration. Donc voilà, pour montrer l'évolution de la maquette au cours de ce projet. Donc la première photo, c'est de la synthèse qui
faite le 18/11/2018, donc juste quelques mois après le démarrage des études. Et la dernière, c'était au mois d'avril dernier. Donc, pour montrer donc, la maquette, on monte dans le détail. Donc, c'est une maquette qui est presque au niveau DOE. Donc, au jour d'aujourd'hui, donc on est sur la maquette DOE, il est en cours de finalisation. On attend quelques remontées du chantier, donc vraiment pour le bien finaliser. Et donc, il a livré à la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage. Donc, on voit bien vraiment les détails, donc, les bâtardeaux, les parois clouées, vraiment le terrain naturel. Donc, c'est en cours de finalisation donc pour la phase d'exploitation après la phase de maintenance. Alors, les avantages donc, pour les bureaux d'études, les avantages du BIM, donc, je dis, premièrement, c'est la réduction des risques d'erreur, donc, comme je disais tout à l'heure, donc, via cet aspect dynamique de la maquette. Donc, ça permet d'une réduction d'erreur. Un gain de production, entre parenthèses, je veux dire, à moyen et à long terme, parce qu'au départ, on va perdre un petit peu de temps, parce que c'est le démarrage, justement, la configuration de ces fichiers paramètres, fichiers gabarits, donc ça prend beaucoup de temps au début, donc et aussi de concevoir une véritable bibliothèque BIM, donc parce qu'à fur et à mesure qu'on monte dans le projet, qu'on crée des familles paramétriques, qu'on alimente une bibliothèque BIM. Donc, un gain de production, mais je pense que c'est à moyen et à long terme. Donc, on peut gagner du temps. Anticipation sur les méthodologies d'exécution aussi. Donc, maintenant, on monte la maquette et on parle avec les gens des travaux autour de cette maquette au départ, donc pour pouvoir me dire, donc, pour discuter de leur phasage, de leur méthodologie de faire, donc avant de sortir les livrables. Donc, aussi, c'est un avantage majeur pour nous. Pour les travaux, donc c'est une information presque au temps réel. Donc, là, par exemple, sur ce projet, donc, on actualise sur la plateforme A360 presque hebdomadairement. La maquette est posée, mise à jour hebdomadairement, une fois par semaine. Et donc, le conduit de travaux peut, via des visionneuses de maquettes, donc aller chercher sur cette plateforme la maquette s'il se pose des questions, par exemple, s'il a besoin d'une altimétrie sur un embossage ou le mur en retour. Donc, il peut vraiment consulter en temps réel donc, cette maquette. Optimisation de gestion de chantier aussi. Donc, ça permet aussi, via la synthèse de voir les interactions entre, par exemple, le calcul entre la charpente métallique de matière et le GC. Un intérêt aussi pour la maîtrise du coût, du planning et réduction des erreurs grâce à la synthèse. Effectivement, sur ce projet-là, je me rappelle bien qu'il y avait, par exemple, sur la charpente, il y avait un delta de 5 cm entre l'altimétrie, le calage en altimétrie de la charpente avec le GC. Et donc, c'est la synthèse qui a détecté ça. Et on a cherché, on a trouvé que c'était, par exemple, donc, la prise en compte du profil au long, dans le droit de la profil au long. Ce n'était pas pareil entre notre bureau d'études et celui de matière. Et donc, ça a permis de rectifier le tir et donc de corriger cela bien en amont, et donc ça a évité donc de grosses discussions au moment de la mise en œuvre sur chantier. Donc, chantier BIM actuellement traité par notre bureau d'études. Donc, on est sur le Grand Paris, la ligne 16-2, donc un puits sur l'OA 602P. Donc, c'est un puits profond de 60 mètres avec une boîte surfacique, avec un rideau de pieux séquents comme soutènement.
Et le grand chantier en ce moment, c'est aussi donc l'opération de l'élargissement de la 57 sur le côté de Toulon. Donc voilà, là on voit une modélisation d'un passage supérieur, les Fourches. Et en bas, donc, c'est un ouvrage provisoire Blondel. Alors, celui-là a été conçu par ma collègue sur haut plan, a été fait haut plan. Et donc, justement, nous, ça nous permet de faire la comparaison entre ces deux logiciels majeurs de modélisation de BIM, donc à savoir Revit et Allplan. Donc, voilà, de faire... c'est vrai que sur ces questions d'ouvrage d'art, Allplan est vraiment, donc il est très très pratique pour la modélisation des ouvrages d'art. Revit, on peut le faire aussi, ça peut, mais enfin, sur les ouvrages d'art, c'est aussi, mais il faut des plugins, des add-ons avec comme Sophistic ou vraiment faire de la programmation sur Dynamo peut vraiment être opérationnel à 100% sur la modélisation des ouvrages d'art. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Fouad pour ce beau retour d'expérience là aussi. Je vois qu'il y a quelques questions qui sont arrivées dans le chat au fur et à mesure. Il y en avait une sur le ferraillage, mais je pense que vous y avez en partie répondu dans la présentation, savoir si le ferraillage a été modélisé. Donc... Alors, je l'ai modélisé, mais c'est juste, alors, c'était pas contractuel. C'était donc les plans, ils sont sortis sous forme normale sur AutoCAD, mais c'était pour moi justement de pousser un petit peu la modélisation encore d'un cran et de pouvoir prouver que aussi on peut faire du ferraillage sur Revit. On peut même extraire aussi des plans de ferraillage délivrables. Merci. Il y a deux questions là aussi de ABH, donc peut-être je vais vous laisser la parole si vous voulez intervenir. Oui, vous m'entendez? Ouais. Oui. Oui, parce qu'en fait, j'ai suivi la formation Revza à Paris, là, sur les modélisations d'ouvrages d'art sous BIM, et on travaille sous Revit. Et j'ai posé la question parce que le formateur, je lui ai dit, bah, c'est pas compliqué, un ouvrage d'art, c'est en vue en plan, c'est soit une courbe, soit c'est un alignement droit, et en profil en long, on va éviter le cas de la l'autovite, c'est très complexe, soit une parabole, soit c'est une pente, une rampe. Et lui me disait en gros qu'en effet, comme vous le disiez, des ouvrages d'art, dès que ça commence à être en arc et en plus en parabole, sous Revit en natif, c'est quasiment infaisable. Du coup, ben, ça limite vraiment le champ de travail sur ce logiciel en tout cas. Et du coup, je vois que sous le deuxième projet, votre collègue a l'air d'avoir fait sous Bridge Design de Nemetschek. C'est ça. Elle l'a choisi parce qu'il est en quoi? Enfin, je parle un peu technique parce que je suis projeteur même. Et au niveau, il a l'air d'être en plan, il a l'air d'être en arc, c'est ça? Oui, c'est ça. Il est en arc. Le profil, l'ouvrage provisoire de Blondel, oui, c'est la vue en plan, il est courbe, c'est courbe, et même le profil en long aussi. Et donc, en parabole, ok. Exactement. Donc, c'est fait nativement, là, par exemple, sur Allplan. Donc, on peut créer assez aisément un courbe 3D à l'intérieur. Sauf qu'avec Revit, effectivement, donc, on ne peut pas. Alors, soit il faut intervenir préalablement, par exemple, monter l'axe 3D sur, alors que ce soit Civil 3D ou Couva 10, ou même avec et l'importer cet axe après sur Revit et faire l'extrusion du profil du tablier sur cet axe. Et il est traité comment sous le plan en discrimination de segments droits ou il est vraiment fait parce que même sous AutoCAD, entre guillemets, faire un arc. Alors voilà, donc sur le plan, on peut segmenter et donc à chaque fois, donc vous segmentez par exemple tous les 3 mètres par exemple, et à chaque fois, donc vous renseignez donc les X, Y et le Z en même temps. Et donc, du coup, forcément, donc, au fur et à mesure, donc, l'axe il est construit en 3D. Alors que sous Revit, ça demande à alors, faire sur Revit, voilà, donc on ne peut ça demande pas. à faire du dynamo, quoi.
Exactement. Soit on fait intervenir Dynamo donc via des codes, soit on va intervenir. Il y a le plugin que j'ai parlé de Sophistic. Sophistic, voilà. On avait pensé à prendre aussi à acheter cet add-on Sophistic. Sans ces deux, donc je vois pas comment faire les axes 3D. Donc ça c'est pénalisant sur Revit. Et on n'est pas capable de définir une équation, parce que une équation en X, une équation en Y, et alors, je sais pas si sous quel logiciel, ça serait sous Dynamo que ça se ferait à la rigueur. Voilà, mais... c'est ça. Ça sera justement c'est Dynamo. C'est Dynamo qui peut faire ça. Donc quand même un petit peu encore plus de prise en main. Exactement. D'accord. Et petite question, alors, je vais peut-être pas monopoliser la parole, je ne sais pas s'il y a du monde qui veut intervenir. Non, personne. Si, il y a d'autres, il y a quelques autres questions. Ce qu'on pourra faire, c'est vous laisser vous les mettez dans le chat, vous pouvez faire en conversation privée, vous échangez vos coordonnées. Comme oui, ça, tout à fait. Spécifiez vos coordonnées parce que là, on a du mal à vous identifier et ce sera plus simple, effectivement. Très bien. Ouais. Donc, il y avait une autre question de OS 3605. Ça va être simple, ça aussi. Bonjour OS 3605. Oui, bonjour. Je suis désolé parce que je dois partir. C'est Android. Je ne suis pas renseigné, ça s'est rempli tout seul. Juste, c'était quelle version de Revit a été utilisée? Donc, Olivier Simon, Antea Group. Quelle version de Revit a été utilisée? Parce que dans la 2022, il y a pas mal de choses pour les. Oui, alors justement, la version qui a été utilisée, c'est celle de 2018, parce que le démarrage de l'affaire a été fait de 2018. Et c'est vrai, il y avait pas mal d'avancements, enfin d'améliorations, on va dire, sur les versions. Parce que dans la 2022, pour moi, il y a même des notions d'ouvrage, de piles, de culées. Il y a des objets. Les IFC Bridge oui, il y a des IFC, mais bon, ça reste assez classique. C'est pas. Même dans la 2022, je pense pas. Oui. Enfin, j'ai pas vu exactement, mais par exemple, je sais que sur la question de ferraillage, donc il y avait énormément de choses qui ont été faites entre 2018 et 2022, notamment sur la différence, par exemple, sur là, Revit sur la version 2022, il vient d'intégrer dans la nomenclature les images de forme de barres, alors que sur la version 2018, ça n'existait pas. Donc, oui, je sais que Revit, au fur et à mesure, il y aura des améliorations. Donc, ça, c'est. Donc là, c'était 2018. C'était 2018. Oui, d'accord, ça commence à être daté un peu. Mais cela dit, ce qui a été dit précédemment, c'est peut-être qu'il n'y a pas que Revit qui est capable de faire ce genre de modélisation. Enfin, je pense que c'était la remarque qu'il y avait précédemment. Il y avait par exemple Tekla ou je ne sais pas quoi. Oui, effectivement. C'est pas le seul, c'était juste dans la limitation d'aujourd'hui. Ça évolue aussi pas mal, ces sujets. Ouais. Merci. On va peut-être prendre une dernière question. Donc, c'est André Joie de l'ISA BTP. Une question par rapport à la maîtrise d'œuvre, si elle avait déjà initié une maquette. Peut-être André, si tu veux préciser, n'hésite pas. Activé. Oui, non, je me posais la question parce que là, donc, on est en entreprise et on est dans le bureau d'études d'entreprise. Ça donne l'impression que l'entreprise a créé la maquette, mais je me posais la question de savoir si à l'amont, Arcadis n'avait pas déjà proposé une maquette numérique. Elle avait déjà proposé une maquette projet, mais cette maquette, du calcul après et tout, donc ça, au niveau de termes de géométrie, donc ça a pas mal évolué. Donc notamment, moi j'ai au niveau du tablier, ou même au niveau du culé, j'ai pratiquement tout refait parce que au niveau des calculs, ça a vraiment évolué. Merci. Merci. Du coup, on va s'arrêter là pour les questions. Ce qu'on fera, comme je vous l'ai dit, on vous diffusera donc à tous les participants les présentations qui ont pu être faites. Et puis la liste des participants, comme ça vous permettra de pouvoir reprendre contact si vous le souhaitez.
Je vais bien entendu remercier nos deux intervenants pour leur retour d'expérience qui était, je pense, vraiment enrichissant aussi, hein. Et donc, on vous donne rendez-vous pour l'IBO, donc l'Infrabim Open à Lyon à la rentrée. Donc, vous pouvez vous inscrire. Normalement, vous avez tous les liens, ou sinon, c'est facile à trouver. Et au niveau du hub, on clôture donc ce petit cycle de webinaires sur le BIM. Et donc là, on est en train de réfléchir ensemble pour un nouveau cycle de webinaires sur un autre sujet et pouvoir repartir sur une animation partagée sur un autre thème. Et toujours dans le cadre du hub, on vous donne aussi rendez-vous à Polytech, puisqu'on sera présent sur le stand de la Fédération des travaux publics avec quelques startups régionales qui seront présentes et des petites séquences, des animations autour de l'innovation dans la filière et du durable. Donc, je vais vous remercier tous pour votre participation et votre intérêt. Et puis, je vous donne rendez-vous à bientôt. Bonne fin de journée. Merci à tous.